Chers amoureux de la littérature, amis de la lecture et précisément de la lecture à haute voix, je vous salue. Chose promise, chose due, nous voici donc rendus à notre premier rendez-vous de bouillon de lecture. Cet espace qui a pour vocation, qui s'est donné pour mission de vous offrir l'opportunité, une de plus peut-être, mais pas une de trop, je l'espère, pour développer le goût de la lecture et semer le goût de la lecture tout autour de vous. Pourquoi pas? Le goût aussi de l'écriture. Bouillon de lecture, c'est donc avant tout le plaisir de lire et le plaisir de faire lire. Bouillon de lecture, c'est la lecture des extraits de poèmes, de romans, d'essais, de chroniques et pourquoi pas de différents articles. Et même aussi de vos écrits à vous. Si vous estimez que vous avez écrit sur un sujet donné et que vous voulez le porter à haute voix, bouillon de lecture est cet espace dédié. Pour notre premier bouillon de lecture d'aujourd'hui, je vais donc vous lire des extraits tirés de poèmes, de romans et de chroniques. Sans plus tarder, commençons par ce recueil de poèmes qui s'intitule « Mon pays que voici ». Il est de l'auteur haïtien Anthony Phelps et il a été publié en 1966. C'était sous le règne du dictateur Duvalier. Ô mon pays, je t'aime comme un être de chair, et je sais ta souffrance. Et je vois ta misère et me demande la rage au cœur, quelle main a tracé sur le registre des nations une petite étoile à côté de ton nom. Je continue, ô mon pays, ma lente marche de poète à travers les forêts de ta nuit et le reflet de la polaire. Parmi l'essence et la sève, dénombrant sous l'écorce les cercles de l'oublié. Entre la liane des racines, tout un peuple affligé de silence se déplace dans l'argileux mutisme des abîmes et s'inscrivant dans les rétines, le mouvement ouateux a remplacé le verbe. La vie partout est en veilleuse. Ô mon pays, si triste est la saison, qu'il est venu le temps de se parler par signes. Ne réveille pas l'eau qui dort derrière ma rétine, la nuit est jeune encore, et la nouvelle aurore n'a pas bouclé le cycle de sa maturation. L'heure n'a pas sonné de faire danser la vie sur les parallèles du monde. Ne trouble pas l'eau de la joie, en veilleuse derrière ma rétine. Il y a dans ma gorge ce cri d'amour en flèche pour crever l'étonnement des nuages, ce chant sous ma luette pour écarteler les ténèbres, et la chaux vive du verbe derrière ma bouche close. Je continue ma lente marche de poète,
car j'ai la vocation de l'invisible. Je suis l'Aubin dans la cité des hommes de ma race. Je suis celui qui sort de toutes parts et qui n'est point d'ici. Je viens sur la musique de mes mots, sur l'aile du poème et les 14 pieds du verbe, enseigner une nouvelle partition, renouveler le répertoire des voix plaintives et cassées, car des maîtres de chœur surannés et pervers ont ramené la geste unique aux dimensions de l'anecdote et des intellectuels aux fines mains, versés dans l'art des mots sonores, ont maintenu le peuple dans le mystère et l'ignorance. L'été s'achève. De quelle couleur est la saison nouvelle, sinon d'espoir? Occupée à jouer sa partition d'étoiles, la petite ours était absente au rendez-vous. Mais pourtant je chantais, malgré le ciel fermé, et les nuages lourds et les nuages bas, et les fourmis volantes annonçant l'eau du ciel. Et pour tremper en moi ce vide émotionnel, je chantais ma chanson pour les enfants de mon pays. J'ai mis la Voie lactée en vente pour un peu d'amour et n'ai point trouvé acquéreur. Personne au monde ne veut s'embarrasser de 30 milliards d'étoiles. Personne. Peut-être que l'amour est une monnaie qui n'a plus cours chez les humains. Qui sait? Anthony Phelps, Mon pays que voici. Un très beau poème. Vous pouvez donc le trouver dans les librairies. Je passe à la lecture d'un roman que vous connaissez très certainement, Vers cassé. Il est d'Alain Mabankou. Alain Mabankou, il n'est plus à présenter. Vers cassé, c'est ce roman qui a véritablement fait le succès littéraire d'Alain Mabankou. La particularité de ce roman, c'est qu'il est écrit d'un bout à l'autre sans aucun point. Du début à la fin, vous ne trouverez pas de point. Il n'y a que des virgules. J'allais dire que c'est un roman à l'image du personnage principal que vous découvrirez en lisant le roman. Pour l'instant, je vais vous lire un extrait choisi qui est celui-ci. Quand j'étais encore instituteur, il paraît même que j'arrivais toujours en retard en classe chaque fois que j'avais bu. Il paraît même que je montrais alors mes fesses aux enfants pendant le cours d'anatomie. Il paraît même que je dessinais des sexes géants au tableau. Il paraît même que je pissais dans un coin de la classe. Il paraît même que je pinçais les fesses de mes collègues, hommes ou femmes. Il paraît même que j'avais fait goûter du vin de palme aux élèves. Et comme il n'y a pas de petite querelle dans ce monde qui s'effondre, l'inspecteur régional a été mis au courant de mes mœurs de primitif. Le préfet de région aussi a été mis au courant de ma chronique de la dérive douce. Et ce préfet de l'époque n'était pas homme à laisser pourrir une affaire. Il crevait toujours l'abcès dès les premiers symptômes. Et donc ce préfet de malheur a été très catégorique
très intraitable, très intransigeant. Et il a demandé ma mutation pure et simple. Il a dit de sa voix grave de prophète lisant les commandements de Dieu gravés sur une pierre. Envoyez-moi cet ivrogne dans la brousse. Je ne veux plus de lui dans ma circonscription. Il gêne ma campagne contre l'alcoolisme. Je ne veux pas perdre les prochaines nominations. Et donc, il voulait à tout prix me muter en brousse. Et j'ai dit non de manière ferme et irrévocable. Je ne me voyais pas dans la brousse à scruter les derrières des pintades. Et c'est à ce moment que le commissaire du district a été mis au courant à son tour. On ne joue pas avec ce gars qui mesure plus de 2 mètres. On exécute ce qu'il dit, un point, c'est tout. Et il a confirmé l'idée du préfet de me parquer dans la brousse profonde au milieu des pintades. J'ai dit non. Non et non. Et c'est à ce moment que le commissaire du gouvernement a été mis au courant à son tour. C'était pourtant un type sympa. On aurait dit un pédé parce qu'il remuait son derrière comme une femme quand il marchait. Le commissaire du gouvernement, qui était pourtant sympa, a dit que la brousse était la seule solution pour des gens de mon acabit. Comme ça, je ne boirais que du vin de palme qui, d'après lui, semblait moins nocif que le vin rouge de la Sovenco. J'ai dit non, non et non. Et c'est à ce moment que le ministre de l'Éducation a été enfin mis au courant à son tour. Et il a dit, c'est quoi cette pagaille qui se passe au quartier 301? L'ivresse n'excuse pas l'imbécilité et vice-versa. Mutez donc cet ivrogne dans la brousse et qu'on n'en parle plus. Et il y a eu l'effet boule de neige. La petite querelle est devenue une affaire de tout le monde. La brousse ou pas la brousse, telle était la question. Du coup, les parents d'élèves ont commencé à retirer leurs enfants de ma classe. Et puis, on ne m'a plus fourni de craie parce qu'il paraît même que je les mangeais ou les écrasais en marchant dessus. Et puis, on ne m'a plus fourni de stylo parce que, paraît-il, je les confondais avec un thermomètre durant la classe et les enfonçais là où on peut l'imaginer. Et puis, on ne m'a plus fourni de stylo ou de feutres de différentes couleurs parce que je ne distinguais plus bien les couleurs et que je ne reconnaissais que le rouge et le noir. Et puis, on ne m'a plus fourni le matériel de géométrie parce que, paraît-il, je ne pouvais plus tracer une ligne droite qui est le plus court chemin qui mène d'un point à un autre. Et puis, on ne m'a plus fourni de carte de notre pays parce que, paraît-il, je l'appelais encore du nom qui était le sien à l'époque de la royauté. Et j'ai dit haut et fort, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de tout ça pour enseigner. Je ferai avec les moyens du bord. Je m'en fous des stylos. Je m'en fous des craies. Je m'en fous des règles. Je m'en fous aussi de la carte de notre pays parce que ce pays, c'est de la merde. C'est des frontières qu'on a héritées quand les Blancs se partageaient leur gâteau colonial à Berlin. Donc ce pays n'existe même pas. C'est une réserve avec du bétail qui meurt de disette. Et voilà qu'un jour, très éméché, je suis arrivé en classe. J'ai constaté qu'il n'y avait qu'un seul élève assis au fond de la salle. Heureusement que c'était l'un de mes meilleurs élèves. Et je lui ai dit d'avancer, d'occuper le premier table-banc, d'être fier de la soif de connaissance qui auréolait sa tête d'ange. Donc,
J'ai quand même fait mon cours avec ce petit ange qui me regardait avec pitié, parce que c'était un vrai ange, avec ses yeux innocents et son regard tolérant. Et il est resté dans la classe, même si ses camarades ne s'étaient pas pointés. Il s'est mis au premier rang. Il a posé ses affaires sur la table, son cahier de leçons, son petit dictionnaire de poche, son taille-crayon, son crayon, sa gomme, son bic et sa bouteille d'eau maillot, et je lui ai alors parlé du plus réel des noms. C'est vrai que j'étais bourré, mais je me souviens vaille que vaille de ce que j'avais dit. Mon petit, merci d'être venu. C'est peut-être la dernière fois que j'enseigne dans cette école. C'est Dieu qui t'envoie. Et tu seras un homme important. Un vrai, je le pressens. C'est pour cette raison que je vais te donner les bases de l'expression écrite. Et je vais te parler du pluriel des noms. C'est important dans la vie, mon petit. Tout le reste viendra après, parce que la vie est une banale histoire de singulier et de pluriel qui se battent tous les jours, qui s'aiment, qui se détestent, mais qui sont condamnés à vivre ensemble. Prends donc ton cahier de leçons et copie bien ce que je dis. Retiens qu'en général, le pluriel des noms communs se forme en ajoutant un S à la fin. Mais attention, le pluriel et le singulier sont semblables dans les noms terminés par X, S, Z, comme dans bois, noix ou nez. Et tout à l'heure, on va voir le pluriel des noms composés comme coffre-fort, basse-cour ou tire-bouchon. On verra aussi le pluriel des noms communs étrangers comme pizza ou mat. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu du bruit et de la fureur dehors. Il y avait des intrus en grand nombre. Je me suis retourné. J'ai vu plus de 10 miliciens qui sont entrés dans ma salle de classe en me criant dessus. Ils étaient accompagnés des parents de mon dernier élève qui pleurait parce qu'il ne voulait pas sortir de la salle, parce qu'il voulait apprendre sa leçon jusqu'au bout, suivre son chemin d'école, ne pas regretter plus tard l'entend d'enfance. Et les miliciens m'ont envoyé des coups de pied au cul. Je me suis débattu comme un diable. Mon élève pleurait et voulait se battre pour me défendre. Et je me suis rendu sans combattre. J'ai dit au petit ange, « Merci mon ange, tu es le plus grand de tous ces gens qui me jettent la pierre. Tu es le plus grand parce que tu es le seul à me comprendre. Ma croix est bien lourde, mais je la porterai jusqu'au bout sans gêne. Ne pleure pas, on se retrouvera au paradis. » Et le petit ange m'a fait un signe affectueux avant d'essuyer ses larmes. Et c'est comme ça que j'ai été mis en quarantaine avec interdiction de mettre les pieds dans les parages de l'école. Alors j'ai dit haut et fort, je m'en fous, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et ils m'ont codé une mise à pied. J'ai attendu 2 semaines. 1 mois, 2 mois à la maison sans aucune nouvelle. Une vieille dame a repris ma classe. Et 3 mois ou 4 après, j'ai reçu de l'administration une longue lettre si mal écrite que j'ai gâché ma journée entière à en corriger les fautes grammaticales et syntaxiques. J'ai ricané en me foutant du contenu. Mais en fait, dans cette si longue lettre, on me proposait encore un poste dans un coin perdu de l'arrière-pays où il n'y avait même pas d'électricité, alors que
comme allait le rappeler les nègres de notre président général des armées. Lénine avait bien dit, le communisme, c'est le pouvoir des soviets, plus l'électrification du pays. Vers cassé, Alain Mamboakou. Il est devenu un classique de la littérature africaine. Nous allons poursuivre notre lecture par un autre roman, un autre classique de la littérature africaine. L'enfant noir de Camara Lai. Beaucoup d'entre vous l'ont lu, l'ont même étudié en classe. Ce qui me plaît dans ce roman, c'est l'incipit, c'est-à-dire les premières phrases du roman. Je précise que cette version de l'enfant noir est préfacée par Alain Mamboakou. C'est vraiment aussi un autre délice à lire cette préface. J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ce temps-là? Je ne me rappelle pas exactement. Je devais être très jeune encore. 5 ans, 6 ans peut-être. Ma mère était dans l'atelier près de mon père et leur voix me parvenait, rassurante, tranquille, mêlées à celles des clients de la forge et au bruit de l'enclume. Brusquement, j'avais interrompu de jouer. L'attention, toute mon attention, captée par un serpent qui rampait autour de la case, qui vraiment paraissait se promener autour de la case. Et je m'étais bientôt approché. J'avais ramassé un roseau qui traînait dans la cour. Il en traînait toujours, qui se détachait de la palissade de roseaux tressés qui enclôt notre concession. Et à présent, j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobait pas. Il prenait goût au jeu. Il avalait lentement le roseau. Il l'avalait comme une proie, avec la même volupté, me semblait-il, les yeux brillants de bonheur. Et sa tête, petit à petit, se rapprochait de ma main. Il vint un moment où le roseau se trouva à peu près englouti et où la gueule du serpent se trouva terriblement proche de mes doigts. Je riais, je n'avais pas peur du tout. Et je crois bien que le serpent n'eût plus beaucoup tardé à m'enfoncer ses crochets dans les doigts si, à l'instant, Damani, l'un des apprentis, ne fut sorti de l'atelier. L'apprenti fit signe à mon père, et presque aussitôt, je me sentis soulevé de terre. J'étais dans les bras d'un ami de mon père. Autour de moi, on menait grand bruit. Ma mère surtout criait fort et elle me donna quelques claques. Je me mis à pleurer, plus ému par le tumulte qui s'était si opinement élevé que par les claques que j'avais reçues. Un peu plus tard, quand je me fus un peu calmé et qu'autour de moi les cris eurent cessé, j'entendis ma mère m'avertir sévèrement de ne plus jamais recommencer un tel jeu. Je le lui promis, bien que le danger de mon jeu ne m'apparût pas clairement.
Camaralaï, l'enfant noir. Un autre classique, cette fois-ci, de l'Ivoirien Amadou Koné. Il s'agit de Les frasques d'Ebinto, à lire ou à relire, comme tous les autres classiques d'ailleurs. J'allais lire le début, mais je crois qu'il faudrait peut-être trouver autre chose. Mais je prends à partir d'ici. Pendant ces quelques mois de vie commune, le projet de partir s'est quelquefois imposé à moi. Oui, j'ai voulu partir n'importe où, traîner ma misérable vie dans quelque endroit où nul souvenir de toi ne vint m'effleurer. Mais j'ai toujours repoussé cette idée. D'abord, je pensais qu'il était de mon devoir de t'aider à retrouver ton équilibre, à guérir. Et il y avait en moi ton enfant. Que pouvais-je faire pour lui, moi toute seule et sans aide? Et puis, si je ne m'en suis pas allé, c'est parce que j'ai peur. Je n'ai pas honte de te le dire. La solitude me fait peur et je n'ai plus personne. Je n'aurais jamais eu le courage de partir si tu ne me l'avais pas demandé. Tu m'as dit, tu devrais pourtant savoir ce que j'attends de toi, Monique. Tu voulais que je m'efface. Tu n'avais pas besoin de moi. D'ailleurs, personne n'a jamais eu besoin de moi. Tu sais, je pars et je mourrai bien vite maintenant. Je n'ose pas penser à ce qui se passera quand je serai morte. Il ne se passera sans doute rien. Je m'effacerai comme si je n'avais pas existé, n'ayant occupé aucune place dans le cœur de personne. Je m'engloutirai dans le néant avec mes désirs inassouvis et tes injustes reproches. J'espère que tu ne me regretteras pas. Ne me regrette pas. Ne me plains pas. Cela n'en vaut vraiment pas la peine. Et Binto, je te pardonne tout le mal que tu m'as fait, non par charité, mais par faiblesse. Je ne peux m'empêcher de t'aimer et je me maîtrise de ce fait. Vois-tu, il est des personnes que le mépris de l'être aimé blesse profondément et peut conduire au suicide. Je crois que je suis de celle-ci. Il en est d'autres que le mépris de l'être aimé révolte avec une violence terrible et peut conduire au crime. J'aurais voulu être de celle-là. J'aurais voulu faire des folies pour que tu comprennes la violence de ma passion. Mais j'ai toujours pensé que la révolte, la violence réservait moins les problèmes que la douceur. Là aussi, je me suis trompé. J'ai fini par croire d'ailleurs que je me suis trompé sur tous les problèmes de la vie. Je te souhaite, Ebinto, d'être heureux avec une femme que tu aimes vraiment, Muriel ou une autre, qu'importe. Voilà, j'ai fini cette lettre que j'ai voulu une ultime explication. Adieu, Ebin. Monique. Doucement, j'ai replié la lettre de Monique.
J'ai passé le revers de ma main sur mon front moite de sueur et les larmes me sont tombées des yeux sans que je m'en sois rendu compte. La vie me faisait pleurer car je reconnaissais ma défaite vis-à-vis de l'existence. J'ai pleuré de me savoir plus méprisable que j'avais été Thénardier pour m'être acharné lâchement sur une jeune fille qui avait commis le crime de m'aimer follement. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Longtemps, j'avais soutenu la célèbre idée de Vigny. Mais maintenant, je comprenais que l'on pleure parce qu'on ne peut s'en empêcher. Et pleurer quelquefois console. Comment allais-je donc m'y prendre pour retrouver Monique et me faire pardonner? Soudain, Monique semblait avoir pris une place immense dans mon cœur. Je comprenais cet amour violent de la jeune fille, amour que j'avais toujours blessé. Comment penser ces profondes blessures que j'avais prises un malin plaisir à aggraver jour après jour. Je me sentais indigne de Monique au moment même où j'avais compris que mon univers c'était elle. Muriel, je l'avais bien oubliée. Je ne me souvenais pas de l'avoir aimée. Ô absurdité de la vie! Comment peut-on croire qu'il est un être conçu à notre mesure, près de qui seulement nous trouverions le bonheur? Imagination, tu nous mènes dans la misère après avoir entretenu en nous des images irréelles et trompeuses. Que de peine nous éviterions si nous prenions chaque être pour ce qu'il est et non pour ce que nous aurions préféré qu'il fût. L'enfer que j'avais vécu n'eût été qu'un paradis si j'avais estimé Monique à sa juste valeur et n'avais pas voulu chercher en elle les perfections imaginaires que j'accordais à Muriel. Ce jour-là seulement, je compris qu'il est des femmes qui sont faites pour éblouir, pour allumer les passions et qui sont source de souffrance. Puis, qu'il en est d'autres qui, bien que discrètes, assurent à l'homme une vie tranquille avec non moins de plaisir. Monique était de ces dernières. Monique, si je l'avais voulu, aurait toujours su me soutenir, m'aider à lutter et à vaincre. Oui, l'amour de Monique, c'était la plus belle chose que la vie m'eût donnée. J'en étais conscient maintenant, et peut-être était-il trop tard. Amadou Koné, les frasques d'Ebinto. Poursuivons toujours la lecture de nos extraits de livres, mais je voulais quand même dire un mot, parce que beaucoup de personnes se posent cette question. Je fais des efforts, mais je n'arrive pas à m'accrocher à la lecture. Comment faire? Il n'y a pas de miracle. Personne n'est né avec un biberon dans la main et un livre dans l'autre. On apprend à lire. Commençons par les BD. Commençons par les lectures simples qui sont des lectures à notre portée, mais surtout des lectures accrocheuses. Un article de journal, par exemple. Commençons
par lire, comme je suis en train de le faire, seulement des extraits. Vous avez bien senti, vous avez bien compris que ces extraits, ce n'est pas le livre en entier, mais c'est des chapitres qui se comprennent, c'est des chapitres qui sont intéressants. Là, j'ai lu un poème, j'ai lu des extraits de 3 romans déjà. Donc, je crois, très chers amis, que tout le monde peut le faire. Et plus on lit, plus on a envie de lire. Et c'est ainsi que la passion de la lecture finit par s'installer définitivement en lui. Alors, lisons ce livre, cette chronique de Natacha Apana. Alors, j'avais prévu une chronique, c'est laquelle? J'ai pas mis de... Ah, c'est celle-là. Que faites-vous dans la vie? Est-ce qu'écrire est un travail, un métier? Pour quelques personnes, écrire relève d'un don particulier, d'un geste qui ne s'explique pas, qui est à la fois intime, secret et mystérieux, que rien ne peut commander, ni arrêter, ni influer. Et cet écrire-là revêt comme une aura que le mot travail ou métier ferait disparaître. Pour d'autres, écrire est un acte mineur, une curiosité ou un hobby étrange qui ne devrait pas occuper les conversations. Il y a quelques années, au téléphone, un proche m'a demandé ce que je faisais à ce moment-là, comment j'occupais mes journées. Je travaillais à un roman et je lui ai répondu que j'écrivais. Il a eu l'air agacé et m'a dit « Oui, mais à part ça, je sais que pour cette personne qui a commencé à travailler à 17 ans, le travail est synonyme du réveil qui sonne à 5 heures du matin, de sueur, de concession, de routine, de lassitude et de salaire à la fin du mois. Que dans cette routine et cette lassitude, il y a les sentiments de sérieux et de sécurité qui ne sont pas associés à écrire. Il y a bien assez de livres. Pourquoi en écrire d'autres? M'a demandé une autre fois cette même personne qui s'inquiétait que je ne gagne pas assez ma vie et que je m'éloigne de plus en plus du métier pour lequel j'avais été formé. Cette question de l'écriture comme un travail est évidemment intimement liée à la rémunération. Est-ce que nous gagnons notre vie comme cela, en écrivant des histoires? Le week-end dernier, j'étais invité à la fête du livre de Bran, à côté de Lyon. Et cette question du travail de l'écrivain m'a été posée au cours d'une rencontre avec des lycéens qui avaient étudié un de mes romans. « Vivez-vous de vos livres ?» m'a demandé un jeune homme. J'ai répondu que je ne pouvais pas vivre uniquement de mes droits d'auteur, mais que j'essayais de vivre de ma plume, car outre l'écriture de fiction, j'écris des articles, je traduis des romans de l'anglais au français, je participe à des rencontres littéraires qui, pas toutes encore, appliquent la rémunération selon la charte des auteurs. L'écriture sous ses diverses formes est bien le centre de ma vie et c'est donc mon travail. Quand bien même ce travail est parfois tellement éclaté et fatigant que le silence nécessaire devient un luxe.
Je suis loin d'être une professionnelle du livre, car je suis pétri de doutes. Mais avec les lycéens et les jeunes en général, j'essaie de désacraliser mon travail, non pas pour le simplifier ou l'édulcorer, mais je me dis souvent que j'aurais aimé qu'on me dise cela quand j'avais 17 ans. Écrire n'est pas une bizarrerie. J'ai également rencontré pendant ce week-end des jeunes détenus dans un établissement pénitentiaire pour mineurs à mes yeux. Ouvert en 2007, il était alors le premier en France. Il y en a 5 aujourd'hui. Nous étions une dizaine, éducateurs compris, dans une salle polyvalente avec des DVD, des CD, des livres, quelques postes d'ordinateur. Les jeunes avaient lu un de mes romans et avaient préparé des questions sur l'histoire, les personnages, leur destin. Ils voulaient surtout savoir si c'était vrai tout ça, parce que pour eux, à quoi servirait la fiction si ce n'est pour incarner le réel, pour dire l'ombre de ce qui est, la sauvagerie et la lumière? À quoi ça sert d'écrire ce qui n'existe pas? Il n'est pas facile de répondre, mais leur dire « je ne sais pas » ou balbutier une réponse pas encore bien articulée ne me remplissait pas d'embarras, comme c'est le cas dans des débats ou des rencontres littéraires. Ensuite, nous avons parlé du temps de l'écriture. Combien de temps faut-il pour écrire un livre? Quand j'ai répondu qu'il m'a fallu 2 ans pour écrire mon dernier roman, il y a eu des exclamations de surprise. Un jeune homme m'a demandé « Mais vous n'avez jamais écrit vite, genre en 2 semaines et c'était bon ?» J'ai imaginé combien dans cet endroit-là, le temps pouvait prendre un autre visage, élastique, imposé, traître, menaçant, qui n'allait jamais aussi vite qu'on ne le voudrait. J'ai pensé que chaque heure avait son propre piège, son propre précipice. Je lui ai dit que non, je n'avais pas eu cette chance-là d'écrire vite et bien. Je me souviens d'un entretien que l'écrivain japonais Haruki Murakami avait donné au journal The Guardian il y a quelques années. Il disait, à propos de l'écriture, « C'est comme si je fabriquais quelque chose. J'aime écrire. J'aime choisir le bon mot. J'aime écrire la bonne phrase. C'est un peu comme le jardinage. Vous mettez la graine dans la terre au bon moment et au bon endroit. C'est bien dit, n'est-ce pas? Mais pour moi, j'ai bien peur que ça ressemble à un labyrinthe rempli des bruits que font les histoires qui n'ont pas été racontées et que je passe mon temps à essayer de trouver la bonne porte qui ouvrirait, enfin, sur la manière la plus juste et la plus sincère d'en raconter une. Mais ça, je ne peux pas le dire en public. Voilà, une chronique de Natacha Apana. Et avec cette chronique, non. On a commencé par un poème. Pourquoi ne pas terminer par un poème? Et je lirai bien volontiers quelques lignes du tout dernier, sinon l'un des derniers poèmes de Christian Bobin, grand poète français qui nous a quittés il y a quelques mois. L'homme qui marche, le temps qu'il fait.
La mort est économe, la vie est dépensière. Il ne parle que de la vie avec ses mots à elle. Il saisit des morceaux de la terre, les assemble dans sa parole, et c'est le ciel qui apparaît, un ciel avec des arbres qui volent, des agneaux qui dansent et des poissons qui brûlent, un ciel infréquentable, peuplé de prostituées, de fous et de noceurs, d'enfants qui éclatent de rire et de femmes qui ne rentrent plus à la maison, tel le monde oublié par le monde, et fêté là, tout de suite, maintenant, sur la terre autant qu'au ciel. C'est une pesanteur des sociétés marchandes, et toutes les sociétés sont marchandes, toutes ont quelque chose à vendre, que de penser les gens comme des choses, que de distinguer les choses suivant leur rareté et les hommes suivant leur puissance. Lui, il a ce cœur d'enfant de ne rien savoir des distinctions. Le vertueux et le voyou, le mendiant et le prince, il s'adresse à tous de la même voix limpide, comme s'il n'y avait ni vertueux, ni voyou, ni mendiant, ni prince, mais seulement, à chaque fois, deux vivants face à face, et la parole dans le milieu des deux, qui va, qui vient. Ce qu'il dit est éclairé par des verbes pauvres. Prenez, écoutez, venez, partez, recevez, allez. Aucune de ces paroles à demi voilée, à demi donnée, dont l'obscurité permet aux maîtres d'asseoir leur maîtrise. Il ne parle pas pour attirer sur lui une poussière d'amour. Ce qu'il veut, ce n'est pas pour lui qu'il le veut. Ce qu'il veut, c'est que nous nous supportions de vivre ensemble. Il ne dit pas « aimez-moi », il dit « aimez-vous ». Il y a un abîme entre ces deux paroles. Il est d'un côté de l'abîme et nous restons de l'autre. C'est peut-être le seul homme qui ait jamais vraiment parlé, brisé les liens de la parole et de la séduction, de l'amour et de la plainte. C'est un homme qui va de la louange à la désaffection et de la désaffection à la mort, toujours allant, toujours marchant. Christian Bobin, L'homme qui marche. Un recueil de poèmes, un tout petit recueil de poèmes, hein, je crois, de combien? De 33 pages. Voilà, un poème, ça sort du cœur. On n'a pas besoin d'écrire 1000 pages, 500 pages pour que ce soit un livre. On peut écrire ce qu'on appelle des haïkus, c'est-à-dire des phrases bien écrites sur 3 lignes, 4 lignes. Nous en parlerons une prochaine fois. Merci pour ce temps passé ensemble, merci de m'avoir suivi et à la prochaine en espérant que beaucoup d'amis de la lecture, beaucoup d'amoureux de la littérature se joindront à nous pour développer et faire aimer cette passion qui nous tient à cœur. Merci. À bientôt.